Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une figure vraiment marquante du XXe siècle. Oui, Mohammad Hamidullah. oui, un intellectuel musulman né en Inde, à Hyderabad, mais qui a passé une très grande partie de sa vie en France, à Paris notamment. Exactement. Et son œuvre est, elle est l'immense, écrite en plein de langues, mais parfois un peu méconnue, paradoxalement. C'est vrai, on parle de centaines d'articles, de livres importants en français, anglais, ourdou, arabe. C'est assez vertigineux en fait. Il touche à tout, histoire, droit, économie. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est d'explorer un peu quelques aspects clés de sa pensée, de sa méthode aussi. Qu'est-ce qui fait son originalité? Justement, on va regarder de plus près ses idées sur l'économie islamique, domaine où il a été un vrai précurseur, et puis aussi sur le droit, l'État. Et sa façon de travailler avec les sources. Ça aussi, c'est important. C'était un chercheur infatigable, on peut dire. Même après sa retraite du CNRS, en 78. Ah oui, il a continué sans relâche. Et son passage au CNRS est intéressant, il a été soutenu par des gens comme Louis Massignon. Ce qui n'est pas rien. Massignon a d'ailleurs préfacé sa traduction du Coran en français, en 59. Oui, une traduction qui reste une référence. Ça montre bien sa démarche, hein, en rendre accessible, mais avec une rigueur scientifique impeccable. Alors, allons-y. L'économie islamique. Vous disiez qu'il a été un des premiers à utiliser ce terme. Absolument, dès les années 30. Il forge l'expression économie islamique. C'est fondateur. Il ne fait pas que nommer, il conceptualise. Et qu'est-ce qu'il met en avant concrètement? Par exemple, l'importance de la circulation des richesses, pour éviter qu'elles ne se concentrent entre quelques mains. Il s'appuie sur le Coran pour ça, hein, sourate 59. D'accord. Et puis, il y a sa critique de l'intérêt bancaire, Hmm. classique, ce qu'il appelle le risque unilatéral. Il propose plutôt des systèmes de partage des pertes et profits. C'est là qu'interviennent les ma'akil, c'est ça. Un truc assez étonnant. Exactement, les ma'akil. C'était un système d'assurance mutuelle qui existait déjà au tout début de l'islam, des tribus, des groupes qui cotisaient ensemble pour couvrir des gros coups durs comme les rançons ou le prix du sang. Une sorte de mutuelle avant l'heure, quoi. C'est un peu ça, oui, une mutualisation du risque assez sophistiquée en fait. Et l'État dans tout ça, il avait un rôle économique selon Hamidullah? Exemple, avait une caisse spéciale pour ça au trésor public. Intéressant. Il allait même jusqu'à prêter aux marchands en mode partenariat, partage des bénéfices, un peu comme la Mudaraba. Et la zakat, l'aumône légale, c'est pas juste de la charité pour lui. Non, pas seulement. Il la voit comme un impôt d'État, fondamental, dont on pourrait même ajuster les taux, l'assiette pour financer les services publics, la défense, l'éducation. Il s'inspirait de ce qu'il avait vu à Iradab, c'est ça? Oui, il a étudié les innovations là-bas, monnaie nationalisée, planification, partenariat public-privé. C'était un laboratoire pour lui, en quelque sorte. Ses idées sur l'État, ça nous mène au droit, à la politique. Sa thèse sur la constitution de Médine. Ça a fait parler, hein. Oui, énormément. Il la présente comme peut-être la première constitution écrite au monde. Un texte qui unifiait différentes communautés musulmanes, juives, païennes, même sous l'autorité du prophète. Une communauté politique, une UMA. Voilà. Pour lui, c'est la preuve du lien très fort en islam entre le religieux, le din, et le politique, la daola. Le prophète était l'autorité suprême, mais les non-musulmans gardaient leurs lois internes. Et cette approche historique, on la retrouve dans son travail sur le droit international islamique. Tout à fait. Pour comprendre les règles de guerre, de paix, de neutralité, il se base sur ce qu'il appelle le cadre de référence absolu, la pratique du prophète et des premiers califes. Il trouvait que cet apport était ignoré en Occident, non? Oui, il le regrettait beaucoup. Il pensait que l'histoire de droit international était incomplète sans cette perspective. Ce qui frappe chez lui, c'est vraiment cette méthode. Cette obsession, presque, des sources primaires. C'est le cœur de son travail. Il a voyagé partout pour trouver des manuscrits. L'exemple le plus connu, c'est la Sarifa Hammam ibn Munebih, Ah oui, cette découverte incroyable. un recueil de hadiths très ancien du milieu du 1er siècle de l'Hégire. Ça a prouvé que les traditions du prophète avaient été écrites bien plus tôt qu'on le pensait, souvent. C'était une petite révolution. Et en même temps que cette rigueur, il y avait une vraie ouverture d'esprit. C'est ça qui est remarquable. Il n'était pas du tout sectaire. Il s'intéressait à toutes les écoles de pensée islamique. Son édition du Kitab al-Mu'tamat d'al-Basri, un penseur motazilite. Une école rationaliste, souvent mise de côté. Exactement, il étudiait les chiites, les zaïdites, aussi bien que les sunnites. Il voulait comprendre toute la richesse, toute la diversité de cet héritage juridique et théologique. Pourtant, ça lui a valu des critiques. En Turquie, on l'a accusé d'être réformiste. C'est le paradoxe, oui. Alors que son approche était avant tout historique, érudite, son but c'était la connaissance, pas l'idéologie. Redécouvrir la complexité sans simplifier. Donc, pour synthétiser un peu, Hamidullah c'est un passeur de savoir, un chercheur,
d'une méticulosité rare. Oui, qui a œuvré à rendre accessible un patrimoine intellectuel immense, diversifié, que ce soit en économie, en droit, en histoire. Un géant discret, peut-être? Un géant discret dont la rigueur et l'ouverture intellectuelle sont vraiment inspirantes. Et pour finir, une question qui reste peut-être en suspens. Comment est-ce que cette approche si particulière de Hamidullah, si rigoureuse avec les sources, mais en même temps si ouverte à leur diversité, comment est-ce qu'elle pourrait aujourd'hui éclairer nos débats actuels sur la tradition, la modernité, dans le monde musulman? Vaste question.